Bonjour à tous et à tous. Il est midi tapante ici à Luxembourg. Je vous propose d'attendre encore quelques petites minutes pour permettre aux retardataires qui terminent un autre webinaire de nous rejoindre. Et on revient vers vous dans 1 ou 2 minutes. Merci beaucoup. Eh bien, rebonjour à tous. Bienvenue ici au Goede avec Silicon pour ce premier Learn and Launch de l'APL. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Camille Settel pour la présentation de son ouvrage dont vous avez déjà tous reçu le lien, le Vademecum des médicaments au Luxembourg. Alors, avant de commencer, d'abord mes remerciements à Silicon Luxembourg, la communauté des startups et de l'innovation qui nous suit et qui a relayé ce webinaire. Et puis quelques informations pratiques aussi pour vous. Nous ne vous voyons pas, nous vous imaginons, mais c'est tout. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les adresser via la fonction questions et réponses du logiciel Teams et nous les reprendrons à la suite de la présentation de Maître Settel. Alors, le son n'est pas optimal, me signale-t-on. Je continue pendant que Khalil a la gentillesse de vérifier ça. Alors, une petite présentation pour ceux qui connaissent peu ou pas tout à fait l'APL. L'APL, c'est l'association de l'industrie pharmaceutique innovante au Luxembourg. Nous sommes 57 membres et tous nos membres sont actifs dans la recherche et le développement de médicaments et présents sur le territoire luxembourgeois. Autre élément, si vous avez envie de nous découvrir et de connaître un petit peu plus l'APL, je vous invite à rejoindre notre page LinkedIn où nous vous partageons l'actualité des membres et l'actualité de notre secteur. Voilà, assez parlé de nous et retour sur Maître Settel. Alors,
Certains d'entre vous la connaissent déjà. Elle est spécialisée en droit du médicament et aussi en propriété intellectuelle, mais encore. Donc Camille Settel, a été juriste à la Cour européenne de justice. Elle a travaillé au barreau de Luxembourg. En 2012, elle rejoint le cabinet Tevas et Rutter, où en 2019, elle devient associée. 2021 est très particulier pour elle, puisqu'elle publie aujourd'hui son premier recueil sur l'ouvrage des médicaments, qui va tout à fait dans le sens de ses spécialités en propriété intellectuelle et en droit du médicament. Alors aujourd'hui, Camille, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce bouquin et à qui s'adresse-t-il et qu'est-ce qu'il comporte? Oui, bonjour Sonia, merci de me recevoir ici pour présenter ce bouquin, cet ouvrage sur le droit luxembourgeois des médicaments. Alors, la volonté d'écrire un ouvrage complet sur le droit luxembourgeois des médicaments est née du constat d'un manque de littérature, en tout cas sur le droit luxembourgeois des médicaments, et d'une certaine difficulté à accéder aux règles applicables à cette industrie. Donc ma démarche à travers cet ouvrage consiste à compiler l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'ensemble du cycle de vie d'un médicament, qui imprègne chacune des étapes de ce cycle de vie, depuis le développement d'un médicament, en passant par sa fabrication, sa distribution en gros, puis au public. Et pour finir, j'aborde les questions de prix et de prise en charge de ces médicaments. Donc j'ai essayé de couvrir l'ensemble de ce cycle de vie des médicaments. Et en grande ligne, quelles sont les particularités? Vous évoquez le manque de littérature pour le Luxembourg, mais quelles sont les particularités qui nécessitent une littérature spécifique? Alors, le droit luxembourgeois, et c'est ça qui est important, cet ouvrage vraiment est focalisé sur le droit luxembourgeois. Il est vrai que le droit des médicaments est principalement issu du droit de l'Union européenne. Néanmoins, il existe toute une partie, un champ de compétences, des matières qui sont réservées aux États membres. Et quelles sont ces matières? Alors ces matières, ce sont essentiellement les matières qui ont trait historiquement à la gestion des politiques de santé publique. Les États ont toujours eu cette mission régalienne de protéger la santé publique. Donc il y a certaines matières auxquelles ils sont fortement attachés et qui restent des matières réservées. Ce sont les matières telles que le prix des médicaments. Ici à Luxembourg, on a une réglementation très particulière qui consiste à se référer au prix du médicament dans son pays de provenance. Donc, principalement la Belgique? Principalement la Belgique. 80% des médicaments qui sont ici en vente au Luxembourg sont issus de la Belgique. La matière du remboursement, évidemment, est une matière qui est encore réservée aux États membres et donc pour laquelle nous avons toute une série de lois et de règlements strictement luxembourgeois. De même, l'étendue du monopole pharmaceutique, donc ça c'est une question également à laquelle les États membres sont très attachés. Cette question qui détermine ce qui reste dans le monopole du pharmacien. Aujourd'hui, à Luxembourg, la prise de position est celle de réserver aux pharmaciens la vente de l'ensemble des médicaments en prescription obligatoire et facultative. Ce n'est pas l'option qui est suivie dans tous les États membres. Et de même, certaines questions éthiques qui interviennent notamment dans l'autorisation de certains essais cliniques ou dans les questions de brevetabilité des médicaments. De même, ces questions sont également fortement imprégnées du droit luxembourgeois. Donc ce sont toutes ces règles qui sont synthétisées ici. Et on entend, c'est très complexe. Vous nous parliez des règlements européens, des réglementations locales, d'une certaine éthique. En matière de fabrication des médicaments, ça se traduit comment, clairement, sur le territoire luxembourgeois? En matière, alors sur le développement d'un médicament, il faut bien comprendre la spécificité du produit. Il y a des contraintes réglementaires très fortes qui pèsent sur les médicaments. Évidemment pour des questions de santé publique, pour garantir leur sécurité, la qualité des médicaments, leur efficacité. Donc ces contraintes réglementaires, elles sont essentielles et elles sont très fortes. Elles pèsent évidemment très lourd sur le développement d'un médicament en termes de financement, en termes de durée, puisqu'un médicament est soumis à toute une série de tests, d'essais avant de pouvoir être commercialisé. Donc ce cycle de développement très long, de 10 à 12 ans pour un médicament. S'il aboutit.
s'il aboutit, parce qu'il faut Parce qu'il aussi y a aussi souligner que c'est une matière très risquée. Exactement, c'est une matière très risquée. Donc toutes ces contraintes, elles sont à comprendre, à intégrer pour celui qui développe un médicament. Elles sont à intégrer très tôt dans son cycle de développement pour savoir à quoi il va devoir faire face, se préparer à toutes ces démarches réglementaires, savoir y répondre, éviter les déconvenues en fin de parcours, puisque le régulateur intervient encore en fin de parcours. Et tout ceci, toutes ces contraintes, on les retrouve dans la valeur d'un médicament, parce que la valeur d'un médicament innovant, en tout cas aujourd'hui, elle tient principalement à la durée et à son coût. Et c'est le rôle du brevet, dont vous êtes spécialiste. Exactement. Le brevet, dans ce contexte, a un rôle fondamental, dans le sens où le brevet confère à son titulaire une exclusivité commerciale pendant une durée de 20 ans, c'est le droit commun du brevet, étendu à 25 ans maximum à travers le certificat complémentaire de protection pour ce qui concerne les médicaments. Donc le brevet, il est essentiel puisque c'est cet outil qui permet, à travers cette exclusivité commerciale, qui permet le retour sur investissement, qui permet de couvrir ces investissements importants et qui ont été nécessaires au développement du médicament. Puisqu'on parle du brevet, vous l'avez compris, c'est un sujet qui me passionne. Je suis avocate en matière de propriété intellectuelle, donc c'est un sujet qui me passionne et il y a évidemment de longs développements dans l'ouvrage. Le brevet est également une fonction de stimulation de la recherche qui est un petit peu moins connue. Et qu'il est important de souligner pour rappeler l'importance du brevet dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que le brevet, à l'inverse du secret d'affaires, par exemple, le secret d'affaires, c'est une recette qui est protégée, qui tire une protection précisément des mesures qui ont été mises en place pour le protéger. L'exemple le plus célèbre en la matière est la recette de Coca-Cola, qui n'a jamais été découverte, et donc le Coca-Cola n'a jamais été reproduit et copié. À l'inverse, le brevet accorde une exclusivité à son titulaire en échange précisément de la publication de cette recette, des résultats de cette recherche. Et cette publicité qui bénéficie à l'ensemble de la communauté des chercheurs, précisément, c'est cette publicité qui permet de stimuler la recherche et de faire avancer, de progresser la recherche. Donc ça, c'est un point important qui est, je pense, souvent méconnu du brevet. Oui, et je pense que c'est un point important qui va au-delà de la communauté de la recherche et au-delà de la communauté de la pharmacie et qui devrait être davantage vulgarisé auprès du public sur l'importance de ce brevet et l'importance pour la population et avec un sens beaucoup plus large. Mais on parle d'innovation, on est l'APL, l'Association de l'industrie pharmaceutique innovante, on est ici avec Silicon. Donc on n'est pas les seuls à innover. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dresser le portrait du Health Tech au Luxembourg ? Alors, à Luxembourg, les technologies de la santé ont une place très importante. Alors, avant de décrire concrètement leur positionnement ici à Luxembourg, je vais peut-être essayer d'expliquer, schématiser brièvement en quoi ce secteur consiste. On peut dessiner schématiquement 3 domaines des technologies de la santé, le secteur des biotech, des medtech et le secteur de la santé numérique, digitale. Alors, le secteur des biotech, ce sont précisément toutes ces entreprises innovantes qui s'appuient sur la biotechnologie, donc les technologies appliquées à la matière vivante. Oui, on a comme exemple, par exemple, les derniers vaccins qui ont été fabriqués avec des startups et commercialisés avec l'aide et en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Oui, précisément, ces vaccins sont une illustration parfaite de la symbiose et du succès que peuvent retirer la collaboration entre des biotech et des entreprises pharmaceutiques plus matures qui disposent de moyens importants au service d'une commercialisation, de moyens de production dont ne disposent pas nécessairement les biotech. Mais effectivement, cette alliance entre l'agilité des startups et la capacité de production et de diffusion de l'industrie. Tout à fait, les moyens, le partage de données également au service de certains outils d'intelligence artificielle. Donc il y a de vraies perspectives, il y a un véritable avenir à trouver dans cette symbiose.
Et à Luxembourg, on a une infrastructure qui est déjà en place. Certaines entreprises se sont déjà démarquées. Est-ce que vous avez des exemples d'infrastructures à succès à Luxembourg? Alors, les entreprises qui ont fait beaucoup parler d'elles, et notamment encore plus du fait de l'actualité récente, nous avons Fast Track Diagnostic, la société Bimédicale également, qui se sont distinguées. Et toutes ces entreprises sont le résultat d'une infrastructure très avancée ici à Luxembourg. Nous avons, pour citer, je ne voudrais oublier personne, mais la House of BioHealth, le Health Tech Cluster, le LIST, le LIH, un certain nombre d'aides publiques en faveur de la recherche qui créent un écosystème qui est d'ores et déjà favorable. Alors, ça c'est le présent. Mais les technologies de la santé, c'est également le futur et c'est un secteur de diversification économique sur lequel a misé le gouvernement et dans lequel il investit beaucoup d'efforts. Investir avec un incubateur, je pense. Voilà, nous l'avons vu dans la presse récemment, l'annonce d'un bio-incubateur qui devrait être mis en place au printemps. À Belval, printemps 2021. Voilà, exactement, au sein de la House of BioHealth et qui devrait, pour en revenir justement à cette alliance entre biotech et entreprises laboratoires plus matures, qui devrait permettre cette porosité entre les différents acteurs de l'industrie. Et pour compléter le panorama institutionnel, j'ajouterais que l'Agence des médicaments, qui est en cours de création ici à Luxembourg, devrait parachever cet écosystème parce qu'elle devrait accompagner et soutenir ce positionnement économique. En tout cas, c'est l'une de ses ambitions si l'on en lit le projet de loi et il n'y a aucun doute que la création d'une agence compétente en la matière devrait soutenir ce positionnement sur les technologies innovantes. Et justement, quelles sont les règles qui s'appliquent par rapport à cette prise en charge des médicaments et le rôle de la future agence du médicament? Alors, donc la prise en charge des médicaments, c'est effectivement une question qui est importante dans le développement d'un médicament. Elle est même cruciale si l'on écoute l'industrie, et de même que les startups qui sont actives dans le secteur des technologies de la santé. Pour citer un exemple, les chiffres en France, en tout cas que j'ai pu connaître, indiquent que 41% des projets de dispositifs médicaux sont avortés faute d'accès au remboursement. Mais également, on le sait que dans l'industrie, dans les laboratoires pharmaceutiques sont très préoccupés par les questions de remboursement. Pour en revenir à un cycle, à l'industrie innovante, au cycle de développement d'un médicament, il serait nécessaire d'associer le plus tôt possible les autorités de régulation. C'est pour ça qu'on en vient aux questions institutionnelles. Le plus tôt possible d'autorités de régulation et de sécurité sociale dans le processus de développement. Alors, cette proximité existe ici à Luxembourg, c'est l'un des avantages du pays. Et on sait que des efforts importants sont faits. La CNS essaye de s'approcher des jeunes startups pour les aiguiller vers les process de remboursement. En tout cas, j'ai des retours, des témoignages très positifs de jeunes startups. Il existe des plateformes d'appel à projets qui permettent de rapprocher l'offre et la demande. Mais on sait qu'il reste un accompagnement très important, notamment avec le programme Fit for Star et pas mal de Health Tech dans ce programme de Fit for Star aussi. Exactement. Exactement. Et bon, voilà, en tout cas, pour les questions de remboursement, on sait qu'il reste encore une distance, une réglementation complexe. Et en espérant que ce livre essayera de décrypter les règles applicables en la matière. Alors, je pense que le Saint Graal, c'est d'arriver sur la liste positive. Et il y a le fameux article 23 qui parle d'utile et nécessaire. Est-ce que vous pouvez expliquer cet article 23 ? Alors, l'article 23 intervient dans le cadre de l'inscription des médicaments sur la liste positive. Alors, je vais revenir un petit peu en amont dans le raisonnement pour décrire le système de prise en charge d'un médicament ici à Luxembourg. Pour pouvoir être remboursé par la sécurité sociale, un médicament doit être inscrit sur ce qu'on appelle la liste positive. La liste positive, c'est l'instrument de régulation des dépenses publiques en matière de remboursement des médicaments. Alors, à quel stade ça intervient concrètement un médicament ne peut être inscrit sur la liste positive qu'après approbation de son prix. Quels sont les médicaments concernés ? Ce sont les médicaments délivrés en officine, ouverts donc au public,
À ce moment-là, c'est le prix public qui est inscrit sur cette liste positive. Et depuis 2015, les médicaments qui sont classés D, qui sont à délivrance exclusivement hospitalière, mais également délivrés en secteur ambulatoire, sont également inscrits sur cette liste positive et peuvent donc à ce titre faire l'objet d'une prise en charge. Alors l'article 23, à quel moment il intervient? Il exprime en tout cas un principe qui imprègne tout la prise en charge de ces médicaments par l'assurance, la sécurité sociale. Qu'est-ce que nous dit cet article 23 du Code de la sécurité sociale? C'est que les prestations à charge de l'assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire. Et Est-ce que tu peux donner un exemple de cela pour illustrer cet article 23? Alors typiquement cet article 23 combiné avec un article 17, ce sont vraiment deux articles qu'on ne peut pas dissocier. Ce sont des principes directeurs qui vont recevoir ensuite une traduction pratique concrète dans les statuts de la CNS et vont justifier toute une série de prestations qui sont exclues de la prise en charge puisqu'elles ne répondent pas à ces deux critères d'utilité et de nécessité. Par exemple, donc, toutes ces prestations qui sont expressément exclues figurent à l'article 98 des statuts de la CNS. Pour ne citer que certains, c'est une liste extrêmement longue, donc c'est vraiment une liste à consulter. Les médicaments anti-obésité, les minéraux, les vitamines, etc. sont des médicaments clairement exclus. Certains médicaments sont exceptionnellement inclus, à l'inverse. C'est le cas des médicaments homéopathiques qui sont inclus depuis 2004 dans la liste positive, alors même que leur efficacité médicale n'est pas forcément établie. C'était le critère qui était employé à l'époque pour les extraire. Donc, ces articles 23 et 17 dessinent le cadre de cette prise en charge qui justifie dans les statuts de la CNS certaines exclusions et qui orientent ensuite les décisions au cas par cas qui seront prises par la CNS dans le cadre d'une demande d'inscription sur la liste positive. Et à titre d'exemple, lorsqu'une demande est faite pour un médicament, s'il existe un médicament de comparaison dont le coût est plus faible, c'est-à-dire que la demande concerne un médicament pour lequel le coût est plus élevé, il sera refusé du fait qu'il ne répond pas au principe cet article clé vraiment, qui imprègne utile et nécessaire. Tu viens de dresser un petit peu les deux grands articles très importants pour l'industrie et pour cette liste positive, notre Saint Graal. Quels sont les développements qu'on attend en matière de législation au Luxembourg dans les prochains mois? Alors, il existe en ce moment, il y a deux projets de loi importants qui ont été déposés à la Chambre des députés. Et une autre réforme importante concernera, elle, les essais cliniques à travers l'adoption d'un règlement européen. Alors, je vais commencer d'abord par les réformes attendues pour ce qui concerne les essais cliniques. Alors, les essais cliniques à Luxembourg, ils sont régis par la loi de 2018 sur la planification hospitalière et un règlement grand-ducal de 2005 qui décrit le cadre de la procédure. Donc, c'est un cadre strict pour la sécurité des participants aussi bien que pour la fiabilité des résultats. Les essais cliniques aujourd'hui sont soumis à une autorisation ministérielle et à l'avis du Comité national d'éthique et de recherche. Donc ça, c'est le cadre actuel. Ce cadre va subir une profonde mutation, je pense en tout cas, avec l'application prochaine du règlement européen. Alors, pour revenir sur l'histoire de l'adoption de ce règlement, c'est un règlement qui date de 2014, qui est entré en vigueur mais qui n'est pas encore applicable parce que son applicabilité est subordonnée à la mise en place d'une plateforme destinée à recevoir les demandes d'essais cliniques. Plateforme qui vous a été partagée par la DPM récemment et via notre Flash News. Donc retournez, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, la DPM vous partageait cette information et la possibilité de vous inscrire à ces formations pour pouvoir avoir accès à cette plateforme qui est vraiment obligatoire. Oui, voilà, cette plateforme sera obligatoire puisque dorénavant, toute demande, qu'elle concerne un État membre ou plusieurs États membres, toute demande d'essai clinique devra être introduite via cette plateforme qui fera office de guichet unique. Et ce guichet unique, il répond à une perspective, une des premières ambitions de ce règlement européen, qui est de simplifier les procédures en matière d'essais cliniques, et notamment en partant du constat que l'évolution de la science modifie
également les essais cliniques, le type d'essai clinique qui est pratiqué et la cible, les participants. Et ce sont des participants de plus en plus ciblés et dont le recrutement nécessite d'élargir finalement la portée territoriale à plusieurs États membres. Donc pour cela, pour faciliter la réalisation de tels essais cliniques, ce règlement simplifie les procédures, met en place un guichet unique à travers lequel une demande sera adressée et analysée par un seul État membre, désigné État membre rapporteur. Mais est-ce que tout ça ne mériterait pas un talk, un lunch and learn particulier? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne idée. Je pense que ça mériterait absolument un lunch dédié à cette question des essais cliniques, qui intervient d'ailleurs très tôt dans le cycle d'un médicament, qui est fondamental dans le développement d'un médicament. Donc il est important de connaître les bonnes démarches. Et étant donné que le droit va connaître une mutation importante en la matière, une formation dédiée à l'utilisation de cette plateforme, aux procédures à suivre, pourrait être effectivement très utile pour l'industrie. Bien, si vous le permettez, rendez-vous pris. Allez, rendez-vous pris. Autre point sur lequel je suis certaine les membres de l'APL nous attendent et attendent des réponses de votre part, c'est par rapport au projet de loi 75-23 ou 75-23 selon, sur la création de l'Agence du médicament. Est-ce que là aussi vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ce projet de loi? Oui, alors c'est un projet de loi qui a été déposé en février 2020, qui est toujours en cours d'examen. Il faut savoir que le Luxembourg est le dernier État membre qui ne dispose pas d'agence des médicaments. Donc ce projet de loi vise à remédier à cette difficulté. Donc la création de l'Agence luxembourgeoise des médicaments et des produits de santé, c'est le nom qu'elle portera, aura des compétences assez élargies puisqu'elle sera compétente pour tout ce qui concerne les médicaments, mais également les dispositifs médicaux, les cosmétiques, les compléments alimentaires. Elle aura des compétences vraiment très vastes sur tout ce qui constitue le paysage des produits de santé. Elle sera chargée d'évaluer la sécurité, l'efficacité des médicaments, d'évaluer les études interventionnelles et non interventionnelles. Comment elle va fonctionner cette agence? Elle va continuer à fonctionner en étroite collaboration avec la direction de la santé et les inspecteurs de cette direction qui ont des pouvoirs de police judiciaire. Donc l'agence sera dotée d'experts qui sera capable d'effectuer des inspections sur demande et de travailler de faire rapport auprès de la direction de la santé de ces inspections. Pour l'heure, en tout cas, d'après l'état du projet de loi, cette agence ne sera pas dotée des compétences en matière d'autorisation qui restent pour le moment dans la main du ministre. Et en tout cas, l'une des missions importantes de l'agence, qu'elle revendique fièrement, de cette future agence, c'est celle d'accompagnement du secteur industriel et de soutien de l'innovation. Donc j'ai insisté là-dessus tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est un positionnement fort de cette agence. Positionnement fort de cette agence, un positionnement fort, je pense, du pays avec les initiatives que vous avez évoquées un petit peu avant. Alors, il y a un autre projet de loi qui encadre toute cette dynamique très innovante, c'est le projet de loi 73-83, qui apporte plusieurs autres modifications. Quelles sont ces modifications qui vont intéresser directement nos membres ? Alors, il y a effectivement un projet de loi qui a été déposé en novembre 2018, donc il y a déjà un moment. Ce projet de loi, il modifie plusieurs lois, il modifie en profondeur, je dirais, le droit des médicaments. Peut-être qu'une deuxième édition sera nécessaire très rapidement du fait de toutes ces modifications, puisque sont visées à la fois la loi sur la fabrication des médicaments, la distribution en gros, la distribution au public, la mise sur le marché. Donc vraiment, toutes les lois les plus importantes vont être profondément modifiées. Alors, cette loi, pour revenir un petit peu à son historique, son parcours a été un petit peu chamboulé par la crise sanitaire, puisque certaines mesures qui sont dans cette loi ont été accélérées par la crise et ont été adoptées par une loi du 17 juillet 2020, puisque ces mesures étaient jugées aptes à répondre à la crise sanitaire. Donc elles ont d'ores et déjà été adoptées, ce qui fait qu'on se retrouve avec un projet de loi dont certaines des mesures ont déjà été partiellement adoptées. Donc la lecture de ce projet de loi est
n'est pas forcément évidente puisqu'il faut, il faut jongler entre un projet de loi, une loi déjà adoptée, certaines dispositions temporaires, etc. Et donc, je ne doute pas que ce projet de loi devra encore subir quelques modifications dans les prochains temps. Pour ce qui concerne en tout cas ce projet de loi actuel, tel qu'il existe, on va quand même en parler parce qu'il contient quand même des réformes très importantes. Notamment les off-label ? Alors, notamment, alors ça c'est l'une des réformes très attendues, aussi bien par les patients que par l'industrie elle-même. C'est les utilisations off-label, donc en dehors des indications de l'AMM, ou alors les programmes d'usage compassionnel. Alors, voilà, je vais essayer de décrire brièvement ce qui est contenu. Je pense que ce sont deux points qui sont vraiment attendus, l'usage compassionnel et les off-label par nos membres. Et c'est des questions qui arrivent fréquemment. Fréquemment, ouais. Donc, oui, c'est très attendu. Donc ces réformes, je pense que tout le monde attend avec impatience l'adoption de cette loi. Alors, qu'est-ce qui est mis en place dans ce projet de loi ? Un premier volet de mesures qui concerne le patient à titre individuel. Donc un premier article 5 bis qui devrait figurer dans la loi de 1983 sur la mise sur le marché des médicaments devrait autoriser un médecin prescripteur à prescrire un médicament pour une indication non conforme à son AMM. Donc c'est ce qu'on appelle les utilisations, les prescriptions off-label. Un article 5 ter devrait autoriser un médecin prescripteur à prescrire un médicament pour besoins spéciaux. Donc, cette hypothèse vise le cas d'un patient qui ne pourrait pas être traité efficacement de l'avis du médecin prescripteur par un médicament couvert par une AMM au Luxembourg, ou en tout cas pour répondre à une rupture d'approvisionnement de ce médicament. Si je comprends bien les lignes de ce texte de loi, le médecin prescripteur serait donc autorisé, pour répondre à ses besoins spéciaux du patient, à lui prescrire un médicament donc, qui n'est pas couvert par une AMM au Luxembourg, mais qui serait couvert par une AMM, en tout cas dans un autre État membre de l'Union européenne. Et je pense que cet article a vocation à remplacer l'actuel article 5 de la loi de 1983, qui permet la délivrance occasionnelle d'un médicament sans AMM au Luxembourg, et qui est une disposition qui est fréquemment utilisée et donc pour laquelle, qui va disparaître donc, de la loi de 1983. Donc je pense qu'elle a vocation à être remplacée par cette nouvelle disposition qui permet de couvrir les besoins spéciaux d'un patient. Cet article permet également, de manière plus exceptionnelle, lorsque la vie du patient est menacée, de prescrire un médicament qui n'est cette fois-ci couvert par aucune AMM dans l'Union européenne, sous condition néanmoins que ce médicament soit fabriqué dans un État de l'Union européenne ou signataire et respectant les bonnes pratiques de fabrication pour garantir tout de même la sécurité du patient. Alors, il y a des conditions communes qui s'appliquent à ces deux régimes. Alors évidemment, étant donné qu'on sort du cadre traditionnel de la prescription d'un médicament conforme à son autorisation de mise sur le marché ou couvert, couvert par une AMM, et dans la mesure où le patient est exposé à un certain risque, l'obligation d'information du médecin prend toute sa dimension ici, et la loi prévoit l'obligation pour le médecin de recueillir le consentement écrit du patient. Un certain nombre d'autres garanties sont mises en place par la loi, telles que l'obligation de mentionner sur l'ordonnance la finalité de la prescription, s'il s'agit d'une prescription off-label ou d'une prescription pour besoins spéciaux. Et ces ordonnances sont consignées par le pharmacien et sont gardées à la disposition de la direction de la santé. Ce cadre règle une question également fondamentale qui est celle de la responsabilité du médecin prescripteur qui est chargé de gérer les effets indésirables du traitement qu'il prescrit. Donc c'est vraiment sous sa responsabilité. Et je pense une mesure heureuse aussi qui est prévue par la loi, qui est celle d'obliger le médecin prescripteur à détenir une assurance responsabilité civile qui couvre ce risque précis. Ce n'était pas le cas ? En l'absence de disposition légale, ce n'était en tout cas pas obligatoire. Là, ici, c'est obligatoire et c'est ce qui était attendu
par la loi, c'était de cadrer aussi bien les possibilités offertes aux médecins, aux pharmaciens, que les responsabilités, que les conditions dans lesquelles... Donc tout ce cadre était absolument nécessaire pour donner un cadre à cette procédure. Et le deuxième... La distribution, je pense, aussi, il y a aussi pas mal d'aspects par rapport à la distribution et aux grossistes dans cette nouvelle loi, oui, dans ce projet, alors, en tout cas. oui. Alors, simplement, je vais terminer sur les possibilités d'usage compassionnel également, parce que je viens d'aborder le volet qui concerne un patient identifié, mais l'une des deuxièmes réformes importante de cette loi est la mise en place, en tout cas la possibilité de mettre en place des programmes d'usage compassionnel pour un groupe de patients. Donc ça, ce sera une disposition diverse dans le cas d'une maladie invalidante, chronique ou grave. En pratique, ce programme d'usage compassionnel vise à répondre à la nécessité de mettre à disposition de patients qui souffrent de cette maladie invalidante, chronique ou grave, des médicaments qui sont en cours de processus pour obtenir une AMM. Et donc l'objectif, c'est de mettre à disposition ces médicaments innovants le plus rapidement possible. Donc la loi donne à nouveau un cadre, une demande d'autorisation du programme d'usage compassionnel, donc les conditions d'autorisation, et surtout une disposition importante, la loi prévoit que la mise à disposition de ce médicament est gratuite. Donc effectivement, pour poursuivre dans le cadre des réformes qui sont apportées par ce projet de loi. Donc là, je viens de parler de ces programmes d'usage compassionnel off-label qui étaient très attendus. Il existe d'autres mesures ponctuelles, parce que je l'ai dit, toutes les lois sont modifiées, la fabrication, la distribution en gros. La loi sur la fabrication va être complétée sur tout un chapitre qui existait à l'époque, à l'origine de l'adoption de la loi de 1975, sur l'importation, qui a disparu par la suite, et qui visiblement va être réintroduit par cette nouvelle réforme et qui vise à soumettre à une autorisation d'importation, si je comprends bien les termes de la loi, l'importation de médicaments, de même que l'importation de substances actives, qui est également soumise à enregistrement. Aujourd'hui, l'importation de médicaments, donc, comme je viens de l'expliquer, elle n'est plus réglementée dans la loi sur la fabrication. Néanmoins, dans la loi sur la distribution en gros des médicaments, puisque en pratique, ce sont généralement les grossistes qui importent ces médicaments. Donc jusqu'à présent, l'importation de médicaments est soumise, d'après l'état actuel du droit, à une autorisation de distribuer en gros les médicaments. Donc il faudra peut-être voir l'articulation entre ces nouvelles dispositions et celles sur la distribution en gros actuellement. Et donc puisqu'on en est sur les grossistes, donc voilà, je vais répondre à ta question. Donc les grossistes, alors à Luxembourg, pour expliquer, dresser un panorama du réglementaire de cette activité, nous avons d'un côté les grossistes répartiteurs qui disposent de l'ensemble des médicaments commercialisés à Luxembourg et d'un autre côté, en tout cas à côté, des grossistes simples qui ne disposent que de certains médicaments en particulier qui sont visés, identifiés dans leur autorisation de distribuer en gros les médicaments. Les grossistes sont concernés par ce projet de loi puisqu'ils devraient voir leurs activités étendues, leur champ de compétences étendu, puisqu'ils se voient dotés de la possibilité de distribuer des produits de santé composés à domicile. Donc ce sont essentiellement, cela vise en pratique les bouteilles d'oxygène, les poches de dialyse, tous ces dispositifs qui sont compliqués et c'est compliqué pour le patient d'aller les rechercher à la pharmacie. Donc l'objectif est de venir en aide aux patients et de permettre aux grossistes de leur délivrer à domicile ces équipements volumineux et compliqués à récupérer. De même, les grossistes devraient être habilités à distribuer des médicaments en matière d'interruption volontaire de grossesse dans les centres agréés, à délivrer des médicaments dérivés du sang ou du plasma au centre de transfusion sanguine. Donc voilà, il y a toute une série de compétences qui vont être reconnues aux grossistes. Je pense qu'il faut encore voir l'articulation entre toutes ces futures dispositions et les nouvelles dispositions sur les dépôts de médicaments, puisque cette loi contenait, ce projet de loi contenait également toute une série de nouvelles dispositions sur la possibilité de créer des dépôts de médicaments
Et c'est également une des dispositions dont l'adoption a été accélérée par la crise sanitaire actuelle, qui figure déjà dans la loi. Et j'ai noté peut-être quelques difficultés d'articulation entre les nouvelles compétences du grossiste et ses dépôts. Et c'est pour ça que je pense que le projet pourrait subir quelques ajustements dans le futur. En termes d'importation, y a-t-il aussi certaines modifications prévues? Importation, je pensais, de substances actives ou autres éléments? Oui, donc l'importation de médicaments sera soumise à autorisation. Et l'importation de substances actives sera soumise à enregistrement. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qui est prévu. C'est une des grandes réformes de la loi de 1975 qui est prévue dans l'état actuel du projet de loi. La question que mes membres vont me poser, c'est en matière de délai. Et là, je pense que le Covid a changé toute la donne. Et quel est votre avis ? En matière de délai de mise en application de cette loi. Je pense que cette loi a donc une des principales, ces mesures essentielles ont été mises en œuvre d'ores et déjà du fait de la crise. On attend évidemment, je pense, toute l'industrie, les patients attendent son adoption. Néanmoins, peut-être que la crise actuelle mobilise les efforts de tous et on comprend bien. Et retarde l'adoption de cette loi, qui a peut-être été vidée de ses principales réformes qui ont été adoptées de manière accélérée. En tout cas, ce sont des réformes qui demeurent attendues, je pense, et donc nous attendons et éventuellement un deuxième Lunch and Learn sur cette question lors de l'adoption de la loi. Eh bien, ça nous en fait des Lunch and Learn. Alors, les préparatifs ont été passionnés, avec une oratrice qui maîtrise et aime son sujet. Et je me souviens que dans ces préparations, tu m'as parlé de l'article 105 de la CNS, avec aussi là des choses qui devraient être à l'étude et qui devraient nous intéresser. Oui, alors l'article 105 des statuts de la CNS conditionne la prise en charge d'un médicament à ce que la prescription soit conforme au résumé des caractéristiques du produit. Et pourquoi nous avons évoqué cette disposition dans le cadre de nos discussions ? C'est parce que cet article 105 des statuts de la CNS pourrait créer quelques difficultés avec ces nouvelles mesures qui autorisent la prescription off-label de médicaments. Donc, c'est il faut garder en tête l'existence de cet article 105 qui devrait peut-être être aménagé également pour permettre une prise en charge, en tout cas, de ces prescriptions off-label et assurer une cohérence avec la volonté affichée d'autoriser ce type de prescription. Donc voilà, c'est encore l'un des aspects qui pourrait nécessiter quelques ajustements au projet de loi actuel. Alors on en arrive tout doucement à la fin de cette conversation. Et on a parlé de la crise sanitaire à travers les partenariats entre les startups et les entreprises pharmaceutiques innovantes. On a évoqué la nécessité de revoir peut-être l'agenda législatif sur les projets que nous avons évoqués. Mais cette crise, est-ce qu'elle serait pour toi porteuse encore d'autres modifications ? Alors cette crise a été, je pense comme toutes les crises, porteuse de nombreux enseignements. En tout cas, elle a rappelé l'importance de l'industrie pharmaceutique. Elle a souligné son efficacité parce qu'il faut reconnaître que la réponse qui a été apportée avec la mise à disposition de vaccins dans des délais aussi resserrés est assez extraordinaire. Donc on peut saluer les efforts qui ont été entrepris par l'industrie pharmaceutique, les pouvoirs publics également. Cette crise rappelle l'importance de la santé dans notre société et donc dans ce contexte également, je pense qu'on est ravis de parler du droit des médicaments puisque la santé c'est une préoccupation commune et on a pu voir qu'une crise sanitaire a pu mettre à plat toute l'économie mondiale, donc ça remet vraiment l'importance de la santé sur le devant de la scène. Évidemment, des questions relatives à l'approvisionnement des médicaments. On se rend compte de la sensibilité, de la difficulté de résoudre cette question. Alors certes, on est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui, puisqu'on a besoin d'un approvisionnement massif dans des délais très courts.
Néanmoins, on se rend compte que l'approvisionnement, c'est vraiment une question récurrente, une difficulté constante à laquelle il faut faire face et qui est majeure dans le cadre d'une politique de santé publique. Et puis, enfin, les défis juridiques auxquels il faut certainement s'attendre du fait du développement du secteur des technologies de la santé qui a été mis sur le devant de la scène aujourd'hui en apportant une réponse aussi rapide à la crise. Tout ce secteur s'accompagne d'un lot de difficultés juridiques puisque elles sont imprégnées de questions juridiques transversales telles que la protection des données personnelles, des données de santé, la cybersécurité, d'autres questions très à la responsabilité médicale, à l'éthique, etc. Donc je pense que pour le juriste, en tout cas, on n'a pas fini de s'intéresser aux réformes à venir transversales sur ces questions. Je vous remercie beaucoup. On en arrive avec un petit peu d'avance à la fin de cette présentation de l'ouvrage sur le droit des médicaments. Peut-être l'un ou l'autre point que vous voudriez souligner, ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que c'est un droit dense, c'est un droit complexe. Aujourd'hui, on disposait d'un temps extrêmement restreint pour essayer d'évoquer l'ensemble des problématiques que recouvre le droit des médicaments. Alors, évidemment, ce sont des questions complexes qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. J'espère ne laisser personne sur sa faim. J'ai essayé d'être concise et d'être claire. Et puis, comme tu l'as évoqué, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de reprendre chaque thématique au cours de nouveaux rendez-vous pour pouvoir développer, rentrer en profondeur dans la pratique, dans le concret de toutes ces questions, puisqu'elles sont multiples, elles sont variées et elles sont surtout extrêmement complexes. Et elles sont primordiales dans le développement d'un médicament. Il est primordial d'être accompagné sur les questions réglementaires puisqu'elles sont fondamentales. Absolument. Nous en arrivons aux questions-réponses. Alors j'espère que Laurence a de nombreuses questions-réponses. Elle me fait signe que non. Donc je viens avec une question qui m'est fréquemment adressée, c'est celle des médicaments orphelins. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Quel est le b.a.-ba des médicaments orphelins au Luxembourg et est-ce que vous pouvez nous dresser son cadre légal? Alors sur la prise en charge des médicaments orphelins, donc c'est effectivement une question que vous m'avez fréquemment adressée. Alors sur la prise en charge des médicaments orphelins, il n'y a pas d'exclusion de principe. Il faut le savoir. Donc on en revient à ces deux principes directeurs que sont l'article 23 et l'article 17 du Code de la sécurité sociale. Leur prise en charge est possible tant que leur prescription répond à ces deux principes. Donc voilà, je dirais que les limitations sont contenues dans les statuts de la CNS, dans l'articulation de ces deux principes qui visent à assurer l'efficacité, la bonne gestion des dépenses publiques en matière de prise en charge des médicaments. Ce sont des médicaments qui sont généralement classés D, je dirais, pour rentrer dans la technicité, réservés à la délivrance hospitalière. Donc il n'y a pas non plus d'obstacle de principe à ce qu'ils soient pris en charge. L'obstacle de principe serait une classification H, puisque là, on ne tombe pas dans la prise en charge par la CNS. Donc ce sont des décisions au cas par cas, ce n'est pas possible à ce stade de répondre est-ce que tel médicament peut être pris en charge, tout dépend vraiment de ses caractéristiques propres, de son coût propre, de l'existence de médicaments de comparaison, de sa finalité thérapeutique, de son indication aux patients. Donc voilà, ce sont des décisions au cas par cas. Et c'est vrai que c'est compliqué de l'admettre dans un processus de développement, mais il n'y a pas de garantie absolue sur la prise en charge d'un médicament. Et cette classification D et H est une question aussi qui n'est pas très très claire pour certains de nos membres. Où est-elle définie? Comment peut-on retrouver cela? C'est une classification qui apparaît en principe sur l'autorisation de mise sur le marché. En principe, je serais tentée de dire qu'un médicament qui est autorisé au niveau européen par la procédure centralisée reçoit une classification.
Je serais tentée de dire que cette classification doit être reçue ici au Luxembourg du fait de l'admission automatique de l'autorisation centralisée qui reçoit les mêmes effets ici au Luxembourg de la même manière que si elle était accordée par le ministère de la Santé. Parfait, c'est très clair. Merci beaucoup. C'est mon point de vue. Laurence, des questions? Pas des questions via le lien normal, mais peut-être via le lien de la Silicon. Non. Il n'y a pas. Pas de questions. Alors, soit on a été très très clair, c'est ce que j'espère, soit le son n'était pas à la hauteur, mais dans tous les cas de figure, nous sommes très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui. Vous étiez 75 pour un premier Lunch and Learn. On est ravis et très heureux de cette collaboration. Je voudrais en profiter pour remercier les différents intervenants. En premier lieu, Maître Camille Settel de TVS et Reuter, aussi le Goede qui est un endroit que je vous invite à découvrir quand ce sera à nouveau possible, Silicon, la communauté de l'innovation et des startups au Luxembourg, et puis aussi nos sponsors qui sont pharma.be et les 3 grossistes présents sur le territoire luxembourgeois. N'hésitez pas. Cliquez, venez vous inscrire sur la page LinkedIn de l'APL. Vous pourrez ainsi suivre toutes nos activités et les prochains Lunch and Learn que nous allons vous proposer parce qu'au vu du succès, on a décidé avec Maître Settel de vous en proposer 4 cette année-ci. Un premier sera sur les essais cliniques, vraiment de gros changements. Deuxième sur les remboursements, parce que c'est une problématique, je pense, c'est une question très importante. Et enfin, un dernier qu'on aimerait vous adresser sur les marchés publics. Voilà, le prochain donc, aura lieu le 15 mai, toujours avec Maître Settel, toujours dans les mêmes dispositions ici, Lunch and Learn. Voilà, je laisse le mot de la fin à Camille. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de droit luxembourgeois des médicaments. On a essayé de couvrir toute l'étendue de la matière en très peu de temps. Je pense que beaucoup de thèmes ont été balayés, mériteraient d'approfondir. On les approfondira avec grand plaisir au cours de ces prochains Lunch and Learn. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à parcourir cet ouvrage qui contient davantage de références législatives, réglementaires, des références de jurisprudence et davantage d'explications. Voilà, merci beaucoup. Et puis si ce n'est déjà fait, bon appétit. Au revoir. Au revoir.